Mais je dis, je pense qu'il y a plus de raisons d'espérer que de se lamenter. Cela dit, je suis très réaliste. Quand je vois mes rapports d'activité, souvent je dis à Dieu, j'ai pas beaucoup à offrir. C'est très peu. Mais je te l'offre de bon cœur. Accepte si tu veux bien, quoi. C'est comme ça que je continue, en fait. Hein, ouais. Heureusement, parce que sinon, on est un peu dans l'illusion, je crois. Enfin, c'est ce que je sens. Hein. Oui, oui. Sinon, on commence à dire, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. C'est pas vrai, ça. Nous, on fait rien, quoi. Ouais. C'est notre parent céleste hein, qui fait tout. C'est ça. Justement, parlant de rapport d'activité, il y a un PowerPoint que vous avez apprêté. Ah oui. Voilà, on va voir. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc, on y va. Alors, en fait, bon, on parle de tribu, et puis le Messie tribal, c'est le monsieur qui cherche le royaume de Dieu dans sa tribu, quoi. Alors, ici, on me voit en classe de terminale. Donc, je suis le monsieur avec les bras croisés, assis à côté d'une professeure. Voilà, j'avais des cheveux longs à l'époque. Et un peu derrière moi, il y a un monsieur très, très chevelu. C'est celui qui m'a fait connaître ce mouvement. Voilà, la Fédération des familles. Il y a longtemps, hein. Et donc, sur la photo de droite, on me voit. Alors, la photo de gauche, c'est j'étais en terminale. J'avais 17 ans. J'ai eu mon bac cette année-là. Et puis, alors, si on m'avait dit que j'allais épouser une japonaise, la dame qui est à côté, là. Et donc, quelques années plus tard, j'ai rencontré donc Shigeko. Là, on la voit qui attendait notre premier enfant. Et elle a aussi fait connaître notre mouvement à la jeune fille qui est au milieu. Voilà, on me voit. Alors, nous étions fiancés, et ça, c'est mon épouse en kimono. Voilà, Shigeko. Et alors, les trois personnes dont j'ai parlé, mon père spirituel, moi-même et Claudine, la fille spirituelle de ma femme, nous avons reçu une distinction honorifique de notre fédération. Voilà, avec d'autres Français, il y avait une cérémonie où nous avons reçu une distinction, une très haute distinction pour cette activité donc faite au Bénin. Et sur la diapositive suivante, justement, on nous voit avec mon père spirituel et la fille spirituelle de mon épouse, puisque tous les trois, en fait, nous avons investi au Bénin. Ça, c'est une des joies incomparables de la vie. C'est pas tellement la récompense, c'est pas tellement le fait d'être honoré, mais c'est de se dire, tellement d'années ont passé, 30 ans, 40 ans, et pour des grandes occasions comme ça, on se retrouve. C'est très, très fort de vivre ces moments-là, quoi. Ça, c'est vraiment... je dirais que la vie est faite aussi de moments comme ça. Ça dure quelques secondes, mais ça, c'est très marquant. Là, on me voit avec mon père spirituel et son épouse, avec Claudine, la fille spirituelle de mon épouse et moi-même. Alors, vous voyez, on est en grande tenue. Hein, c'est... Pourquoi vous avez été distingué? Quels ont été vos accomplissements concrètement? Oui, parce que... Alors, c'était des critères qui existent de notre fédération. Il fallait s'être occupé de 430 familles au minimum dans un endroit quelconque. Et nous avons choisi d'investir au Bénin. En fait, c'est moi qui ai entraîné les deux autres parce que j'ai ouvert le chemin. Ils m'ont dit, bah, t'as l'air de t'y connaître, toi. T'es comme chez toi au Bénin. Montre-nous comment. Alors, j'ai dit, oui, mais faites attention parce que chacun aura une expérience différente. Moi, ça va, mais je sais pas si ça va vous plaire, quoi. Mais je peux vous faciliter et ça, en fait, ça a renforcé énormément nos liens, qui étaient déjà profonds, hein, mais ça les a beaucoup renforcés, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très, très fort. Même pour ma femme, parce que sa fille spirituelle, c'est quelque chose qui lui tenait très, très à cœur. Et je pense que de l'au-delà, mon épouse est fière de son mari et de ce que sa fille spirituelle a fait. Oui, oui, non, c'est beau. Hein, franchement, pour moi, c'est formidable ces moments-là. Je vis pas pour des récompenses. D'ailleurs, parfois, je relativise cette récompense. Je me dis, bon, par rapport à ce que certains ont fait dans leur vie, c'est un petit truc, quoi. Mais d'un autre côté, non, je crache pas dessus. Je me dis, c'est formidable. Vraiment, c'est un grand bonheur pour moi. Oui, très, très grand bonheur. Je suis fier de ça, en fait. Le diplôme, là, vous l'avez, je crois, juste derrière vous. On le voit derrière moi. Bah, je vais le montrer, là. Oui.
Donc c'est une plaque, c'est beau en fait, c'est très officiel. Et puis il y a cette grande tenue d'apparat. Je dirais que pour les personnes dont je me suis occupé à Dangbo, je les représente. Ce sont des gens très simples, très illettrés. Mais moi, j'ai la chance d'avoir fait ça. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir cette distinction. Mais sans eux, ce n'est pas possible. C'est des centaines d'heures passées en pirogue, des choses comme ça. Un jour, j'étais en pirogue, il y a eu une tempête sur le fleuve Ouémé. J'aurais pu couler, en fait. J'aurais jamais eu cette récompense. Je serais mort, j'aurais coulé au fond du fleuve avec les hippopotames et les lamantins. Et alors, sur la photo suivante, on voit le Bénin. Mm-hmm. Voilà, un pays qui a une forme de clé. Et justement, certains ont une vision un peu pessimiste du Bénin. Ils disent que c'est l'État entrepôt du Nigeria. Je dis non, c'est pas un État entrepôt, c'est un État clé. Il a une forme de clé d'ailleurs. Là, je dis c'est la clé de contact du golfe du Bénin parce que c'est un pays tout en longueur qui a vocation à servir les voisins du Nord. Et puis la route de Abidjan à Lagos, elle passe par le littoral béninois. Bon, moi je pense que c'est un pays qui est plutôt bien situé sur le plan géographique. Alors, mes 430 couples là, ils sont, alors on voit, c'est marqué Dangbo, dans le département de l'Ouémé en fait. Hein. Et puis la fille spirituelle de mon épouse, là, Claudine Decamp, ces couples sont pas tellement loin de chez moi, et mon père spirituel, lui, c'est plus près de la capitale. Ah, d'accord. Voilà, oui. Alors, sur la diapositive suivante, on voit qu'au Bénin même, ce jour-là, il y a eu plusieurs personnes aussi qui ont eu la même distinction mondiale. Et ce sont des Béninois qui ont fait des activités dans leur propre pays. Parfois en zone rurale, mais certains en zone urbaine à Cotonou, quoi, en fait. Oui. Ça, c'est la rencontre avec le maire de Dangbo. Voilà, l'ancien maire qui est devenu parlementaire. Quand j'ai commencé mon activité, je suis allé le voir. Nous l'avons fait ambassadeur de paix. Et là, vous voyez, j'ai fait le site de la mairie, dangbo.bj. Donc, si les gens qui nous regardent vont là, ils vont voir le site internet que nous avons fait pour la mairie. Là aussi, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est des jeunes Béninois qui l'ont fait. J'ai donné l'argent pour le faire. Et c'est utile pour l'image. Comme je le dis, c'est la 3e ville au Bénin qui a un site internet. Mine de rien, c'est pas une petite chose, en fait. C'est vraiment important. D'ailleurs, quand j'en ai parlé au président Boni Yayi, il m'a dit, oui, c'est vraiment important pour le Bénin, pour la démocratie locale, que des villes aient leur site internet. Parce que la plupart des villes des communes ont une page Facebook, mais elles n'ont pas vraiment un site internet avec toutes les informations qu'il faut, quoi. Donc, Dangbo a de la chance pour ça, quoi. Et là, ensuite, la diapositive suivante, on voit la maison que je loue. Voilà, c'est modeste, hein, c'est un loyer de 20 000 francs CFA. C'est un centre communautaire. Donc, depuis 4 ans, je finance ça. J'ai un budget quand même assez important. Hein. Chaque mois, c'est quand même beaucoup d'argent pour l'activité. Alors, 20 000 francs CFA, c'est 30 €. Ça, c'est le loyer de la maison. C'est pas cher. Mais après, il y a le Wi-Fi, il y a l'électricité, plus l'aide à mes volontaires pour mener à bien la mission. En fait, je dois le dire, chaque mois, ça me revient parfois jusqu'à 1 000 €. C'est vraiment une dépense très importante, quoi. Et je ne sais pas si je pourrais continuer longtemps comme ça, mais pour l'instant, j'essaye, quoi. Oui. Et donc, on voit à l'intérieur de la maison la diapositive suivante. Voilà. Donc, il y a une grande salle, enfin un salon, que l'on peut aménager pour accueillir des invités de marque. Et puis sinon, comme beaucoup de maisons à Dangbo, il y a une arrière-cour avec une cuisine à part. Bon, c'est tout simple, hein, c'est très. Et alors après, on voit les réunions communautaires. La diapositive suivante. Voilà. Alors, ce sont des gens très simples, des paysans. La plupart sont agriculteurs. Et là, on les voit en réunion avec l'UNACREP. C'est pour qu'ils aient des microcrédits. L'UNACREP leur explique comment ils doivent ouvrir un compte et rembourser les sommes qui leur sont prêtées, en fait. J'ai eu du mal à convaincre l'UNACREP de venir dans ma zone. Ils avaient des préjugés.
ils ont dit non, dans votre zone, les gens sont pas fiables. Je dis comment ça, ils sont pas fiables? Je les connais, moi. Et finalement, l'UNACREP a reconnu son erreur. La plupart des gens sont honnêtes. Bon, simplement, il faut leur expliquer un peu comment ça fonctionne. Hein. Mais bon, je dirais que c'est une part assez importante quand même de notre activité. Ça, c'est une réunion d'explication dans une école à Hétine. C'est de l'autre côté du fleuve Ouémé. C'est un village lacustre. Personne ne va là-bas. Même, c'est un endroit délaissé. Le maire n'y va pas souvent. Les services sociaux n'y vont pas. Donc, quand ils voient un monsieur comme moi qui prend la pirogue pour y aller, ben, quand même, ça, je pense que ça leur fait quelque chose, quoi. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes fou. Vous êtes un grand-père, mais vous êtes pas malade par hasard, quoi. Je dis non. Je suis pas fou. Mais pour eux, c'est presque un peu bizarre dans un sens, parfois, quoi. Et donc, non, pour moi, ça fait partie, c'est mon job, je dois le faire, quoi. Oui, c'est ce que je sens, oui. Ensuite, on voit la diapositive suivante, les réunions. Alors, mes volontaires, que je connais très bien, ils vont dans des groupements. Alors, ils prennent le bateau et ils réunissent des gens dehors. On voit sur la diapositive d'après une réunion avec des gens. Et puis, il y a un thème. Il y a toujours une partie on va dire un peu de prêche familiale. On fait une petite leçon de morale. Et ensuite, les gens discutent de leurs besoins, ils ont des tontines, des projets économiques. Donc, on aborde tous ces sujets de la vie communautaire. Après, il y a des gens qui disent « Ah, il faut que je vous parle de ma relation avec mon mari. Ça va pas trop fort en ce moment. Là, on s'est un peu disputé. Bon, alors on parle de ça. Ensuite, enfin, bref, il y a toujours des choses à faire. Et je dis à mes volontaires, attention, ne tombez jamais dans la routine. Vous devez vraiment être créatif. N'ayez pas hâte de terminer la réunion. Restez avec les gens, vous êtes précieux, vous êtes privilégié de faire ça. Donc prenez du temps, quoi. Oui. Parce que moi-même, si je vais avec eux, je suis prêt à leur donner tout mon temps, en fait. Une fois, on a eu une réunion incroyable. Il y avait des inondations, oui. Et puis, il pleuvait très fort. Alors, on n'a pas pu se réunir sur la terrasse. Du coup, on s'est mis entre l'eau du fleuve et la cave de la maison. Il y avait peut-être même pas 1 mètre. On était tous assis dans la pirogue. Et on a écouté la conférence sur mon ordinateur que j'avais placé sur une poubelle renversée. Ça, c'est une scène que je ne peux voir qu'en Afrique. On était tous en pirogue avec les bébés qui pleuraient, les mamans, tout ça. Et là, j'ai senti le royaume de Dieu. C'était incroyable l'atmosphère. Il pleuvait partout autour de nous. Nous, on était protégés, on était sous la cave et on était sur des pirogues. Ah, mais je me dis, mais ça, je vais jamais vivre un moment comme ça de toute ma vie. C'était incroyable. Et avec cet ordinateur qui était là, bon, vraiment, il faut le vivre pour le croire. Hein, c'est trop beau, quoi. Alors, récemment, tout à l'heure, j'ai parlé de ces réunions, alors des séminaires plus longs qui duraient donc 7 jours. C'est parce que notre fédération a inauguré récemment un bâtiment très important en Corée, et nous on voulait relier un petit peu nos couples là à cette inauguration. Donc on les a invités à faire des séminaires de 7 jours. Et puis à chaque fois, on a eu quelques participants. Donc c'est une formation très intense que j'ai voulu donner à certains de mes couples. Voilà, alors on voit aussi un peu sur la diapositive suivante, ça continue. Voilà. J'ai aussi amené quelqu'un, alors c'est un jeune homme de Dangbo. On voit sa famille là, un étudiant à qui j'ai proposé un mariage international. Et donc il a suivi notre enseignement sur les valeurs familiales, un étudiant en physique. Hein. Et puis, je l'ai amené, on va voir ça, à ce qu'on appelle nos cérémonies de bénédiction. Alors, ça, d'abord, c'était pour sa famille. Et puis après,
Lui-même, il a suivi toute une formation. On peut voir la diapositive suivante. Voilà, un séminaire de 21 jours de préparation au mariage. Et puis, il me dit, mais je suis bien jeune pour me marier. Ben, je dis, ben oui, mais si c'est Dieu qui le veut, on va essayer en tout cas. Voilà. Et donc, il a amené plein de gens à connaître notre fédération. On peut voir ses amis ensuite, là, sur les diapositives suivantes. Voilà, on le voit avec un de ses copains. Ensuite, avec plusieurs de ses amis, une autre photo là. Donc, il a amené plein de gens. Il était très enthousiaste. Et puis, un jour, j'ai dit, voilà, Mathurin, il faut que tu te prépares à ton mariage. Et donc, il y a eu des fiançailles, comment dire, interafricaines. Et on lui a proposé une jeune femme qui habite actuellement au Congo. Voilà. Et puis, ils ont accepté de faire la démarche. Donc, on va voir un peu plus loin, là. Alors, ça, c'est les activités de Mathurin. Et voici les bagues de mariage. On voit Mathurin à gauche, Lukige à droite, qui est congolaise. Voilà. Et donc, ils ont fait la grande cérémonie. On va voir les photos. Alors, un grand moment pour moi, c'était de l'habiller de pied en cap. Je lui ai payé le costume, les chaussures, tout ce qu'il fallait pour qu'il soit magnifique. Et on va voir comment il est devenu le jour du mariage. Là, il y avait une belle cérémonie. Alors, elle a suivi la cérémonie au Congo et lui, il était dans une grande salle à Cotonou. Donc, pour l'instant, ils sont plutôt fiancés et bientôt, ils vont se retrouver. On va voir la jeune fille. Voilà, c'est Lukige. Voilà. Alors, je parle souvent avec elle et ça se construit. Voilà. C'est le début du bonheur. Voilà. Et justement, au passage, pourquoi s'engager maritalement si jeune? Parce il a quel âge, Mathurin? Mathurin, il a 22 ans maintenant. Ben, on en a parlé entre nous. Je lui ai dit, si tu te sens prêt, vas-y, quoi. Il a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup prié. Il m'a dit, je veux bien essayer. Et je lui ai dit, bon, tu sais, il y a un certain nombre de démarches à faire. C'est pas une simple formalité. Avant même de penser à la personne, il faut que tu te prépares toi-même. Je dis, tu sais, on peut te proposer une personne, c'est pas forcément le type de personne auquel toi tu penses. Mais toi, tu dois te préparer. Il m'a dit, ouais, non, mais je comprends très très bien en fait. Je crois que lui-même, c'était pas du tout le genre de garçon à courir après les filles. Il n'avait pas du tout ce genre de. Donc l'idée d'une sorte de mariage comme ça arrangé, pour lui c'est presque un soulagement. C'est pas du tout un garçon qui se voit faire la cour. C'est pas du tout son style. Donc on va voir les images suivantes parce qu'il y a un côté glamour quand même. Hein. Voilà, très beau costume. Alors Mathurin est magnifique. Il est vraiment une star là. Et voyez les images suivantes. Non mais c'est vrai. Des moments comme ça a pas de prix quoi. On vit aussi pour ça. Parce que parfois, on a des moments très difficiles de doute, et puis soudain, on a des moments comme ça, on se dit, c'est ça le royaume de Dieu, en fait. C'est vraiment des moments comme ça, quoi. C'était toute la nuit, parce que c'était en direct de Corée. Ben, Mathurin, il m'a dit vraiment, j'imaginais pas que ce serait aussi fort et aussi beau, quoi. Il était vraiment, il m'a dit, j'ai eu des doutes avant, mais maintenant, je sais que c'est ça ma voie, quoi. Forcément, lui-même, il avait confiance en moi. Hein. Il m'a dit, mais j'ai peur quand même de m'engager. Je lui ai dit, c'est normal. Mais tant que tu es d'accord d'essayer, Dieu va te guider, quoi. Voilà. Alors ça, c'est elle. Elle encore, la photo suivante. Elle s'est bien préparée. Voilà. Et puis après, on voit Mathurin de nouveau. Regardez ces beaux jeunes gens, ils ont une belle allure. Mais déjà, ça me plaît aussi parce que ils ont un peu leur code masculin, les garçons, voilà. Ça me plaît bien, parce que pour Mathurin, il a trouvé sa bande aussi, il a trouvé ses potes, hein, ses amis, quoi. Et je suis content pour lui, en fait. C'est un garçon très timide au départ. Et là, il a trouvé des amis de son âge, et il forme une... Pour moi, c'est magnifique, quoi. Je me dis, c'est un peu un conte de fées, quand même. Voilà. Et donc, ça, c'est des moments aussi... Je pense qu'en Afrique, le mariage reste important, mais il faut le dire, il faut être très honnête, il y a énormément de promiscuité au Bénin. Les relations sexuelles sont de plus en plus tôt.
les gens sont pas sérieux. Il y a énormément de grossesses adolescentes. Enfin, il y a des drames terribles, quoi. Et je dis, mais attendez, vous voulez pas réussir un beau mariage, être fidèle? Vous n'avez pas envie d'essayer? Et beaucoup de Béninois me disent, mais tu nous racontes des histoires, ça n'existe plus, ça. Qu'est-ce que tu crois? Dans quel monde tu vis? T'es pas sur Facebook, toi? Je dis, mais vous voulez vivre ça ou pas? Et là, les gens disent, ils deviennent graves. Là, ils ont les larmes aux yeux. Ils disent, mais c'est vrai ça ou pas? Je dis, mais c'est pas de la blague, c'est complètement vrai. Mais simplement, ça a un prix, quoi. Il faut le vouloir, quoi. Ouais. Et je suis content pour Mathurin. Pour l'instant, il avance, quoi. Voilà, on va voir encore les photos, là. Oui, encore. Et la prochaine aussi. Oui, la prochaine encore. Oui, voilà. Oui, là, ils sont tous très glamour. On dirait une affiche de cinéma. Hein. Ils sont... Quelle bande, quoi. Oui, non, ça fait vraiment... On dirait une pub. Alors, oui, je parlais des autres projets. Donc j'ai coopéré avec le magazine Éducation. Je continue, d'ailleurs. Comme je le disais, ma spécialité dans la vie, autrement, c'est les villes internationales de la paix. Donc, à gauche, il y a mon livre sur le Laos, sur la ville de Paksé. Et puis, j'ai proposé que Ouida et Dangbo deviennent villes de la paix. Et j'ai aussi proposé la ville de Dassa-Zoumé. Donc, oui, 3 villes au Bénin. Une ville au Niger aussi qui s'appelle Agadez. Et une ville du Togo qui s'appelle Dapahong. Donc, je travaille sur plusieurs projets en ce moment. Voilà. La dernière diapositive, on me voit à Ouida. C'est avec la mère de Ouida à l'époque. Elle n'est plus maire maintenant. Et donc, j'avais présenté devant le conseil municipal le projet de faire de Ouida une ville de la paix, quoi. Voilà. Ce diaporama, ça montre un peu, mais quelques activités béninoises, quoi. Voilà. Vraiment, vous êtes vraiment dans votre tribu. Vous nous avez fait vivre votre tribu. On a eu un avant-goût. On va dire de l'eau à la bouche et on a envie de vivre la joie, le bonheur que vous ressentez. Oui. Ben, en fait, ce qui est incroyable, c'est que en grande partie, tout se passe dans ma tête. C'est-à-dire que le problème de Dangbo, c'est d'abord moi-même. Et si je continue à me développer intérieurement, cette ville pourra progresser. Alors, bien sûr, il y a aussi mes volontaires, il y a plein de choses. Mais je me dis que j'ai un rôle, enfin, si j'arrive à développer mon cœur davantage, cette tribu ira mieux, quoi. Mais heureusement que je suis pas tout seul. Hein. C'est un travail collectif. Parfois, il y a dans notre équipe, il y en a un qui a pas le moral et les autres reprennent le relais. Je suis content d'avoir une trinité avec moi. C'est des gens très très précieux en fait, avec lesquels je suis constamment en contact. Si je ne les avais pas, je pourrais pas faire ça en fait. Vraiment, on a été très très édifiés, très enrichis et on a vraiment de la matière pour vraiment donner un autre aperçu de ce que c'est que vivre dans le bonheur, parce que le bonheur, il y a le bonheur entre guillemets feutré qu'on nous montre dans les médias, sur les réseaux sociaux, le bonheur rempli de dopamine, juste dopamine, et après on redescend sur terre. Et puis il y a en fait ce plaisir lié à la dopamine, et puis il y a vraiment ce bonheur réel que vous avez essayé de nous faire comprendre à travers cet entretien. Alors que retenir de ce beau royaume? Parce que tout à l'heure j'avais dit on allait venir à cela, de visualiser. À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est vrai, on a des doutes, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment vrai, parce franchement, on n'y a jamais vécu, hein. On ne sait pas réellement ce que c'est, on n'y a jamais été, mais vous en parlez avec tellement de conviction, comme si vous aviez déjà vécu. Et d'où vient cette conviction et à quoi est-ce qu'il ressemble concrètement? De tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez reçu comme enseignement, comment est-ce qu'on décrit concrètement le royaume de Dieu, qu'il soit en France ou au Bénin
ou particulièrement à Dongo. Oui. Une grande partie du royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on aura toujours du mal à communiquer avec quelqu'un d'autre. Parce que Jésus le disait, il est en vous-même. Hein. Donc, par exemple, les grands saints qu'on voit, bon, ils vivaient dans le royaume de Dieu et puis il faut vraiment étudier leur vie pour comprendre ce qu'on appelle leur béatitude. C'était des gens vraiment, oui, heureux, ils avaient une certaine félicité, quoi. Alors, je dirais que il faut d'abord avoir de la joie, rien que de faire ça, c'est désintéressé, quoi. Bon, je pense que c'est important de le dire. Et ensuite, il y a quand même des joies concrètes de voir des gens qui grandissent. Moi, par exemple, quand je vois Mathurin, ce qu'il devient, ça fait plaisir quand même, quoi. Quand je vois le site internet de Dambo, je me dis, ah ben c'est bien ça. Il n'y a pas beaucoup de sites internet de villes africaines. C'est moi qui ai fait ça. Oh, c'est une bonne idée. Il faudrait en faire plus. Et donc, parfois, je me dis, mais c'est pas si mal ce que tu as fait. Parfois, les gens te critiquent, mais non, c'est utile, quoi. Enfin, faut continuer tout ça, quoi. Donc, il y a des satisfactions tangibles, très humaines, hein, on va dire, bon, bah voilà. Mais la principale satisfaction, il faut le dire, hein, elle n'est pas tellement palpable. Elle restera toujours. Il y a des gens qui auront toujours un peu de difficulté à voir le royaume de Dieu. Je pense qu'il faut l'accepter. Hein, ça n'empêche qu'il faut en parler sans cesse. Voilà. Et un jour, les gens, même les plus sceptiques, diront: ah non, mais attendez, là, j'ai compris, là. C'est pas forcément les gens auxquels on pense. À un moment donné, il y a un déclic qui se fait, quoi. Oui. Il faut dire aussi que il faut accepter de passer, parce que l'être humain est plus marqué par la souffrance. Donc moi, je sais qu'à Dambo, j'ai connu énormément de souffrance. Ça, je peux en parler aussi. Hein. Et si je m'étais arrêté là, je serais passé à côté de joies très grandes. Et plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, tu sais, j'ai envie d'abandonner. C'est trop dur, quoi. J'en peux plus. Et puis après, je me dis, mais Dieu connaît l'étape d'après. Moi, je la vois pas. Mais lui, il sait déjà le bonheur qu'il y a après. Et soudain, après de grosses difficultés, il y a un bonheur tout à fait inattendu. Des nouvelles incroyables. Alors, ça aussi, c'est un test. Je pense que beaucoup de gens, quand le malheur arrive, ils se sentent torturés, ça va plus du tout, ils perdent la foi. Et moi, je me dis, attention, parce que le bonheur, il est pas loin, là, maintenant. Ça, c'est un signe avant-coureur, quoi. Donc, c'est souvent ce qui me fait tenir. Je me dis, j'ai trop de tristesse pour que ça ne change pas du jour au lendemain en un grand bonheur. Cette tristesse me dépasse. Je me sens accablé, je me lamente. Je dis, mais il n'y a plus rien qui marche sur Terre, alors. Mais où on va, là-haut? Et puis le lendemain, un grand bonheur arrive. Ah, quelle leçon pour moi. Je me dis, mais vraiment, Dieu, nous, on est des gamins, en fait, on se plaint pour un petit bobo. Mais en fait, il faut continuer, quoi. Oui. C'est comme le jour où j'ai retrouvé mon ordinateur. Moi, je pensais qu'il était perdu, mon ordinateur. Parce que dans ma vision cartésienne, on ne retrouve pas un ordinateur comme ça. Et normalement, non, on ne le retrouve jamais. Mais dans la vie de Laurent Ladouce, les ordinateurs, ça se retrouve. Alors, je ne conseille pas aux gens de faire ça pour eux. Mais c'est curieux, mais je suis presque habitué à ça. Je mène tellement ce genre de vie que je ne me doute plus de rien. Il m'arrive tellement de trucs. Justement, cette nuit-là, avec cet ordinateur, c'est resté à moi. J'étais au fond de l'angoisse, en fait. J'en pouvais plus, quoi. C'était une torture pendant plus d'1 heure. Et après, une joie incroyable. Donc, je me dis, mon petit bonhomme, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est un grand metteur en scène. Toi, tu es un petit acteur de rien du tout. Tu fais ce qu'on te dit, tu apprends ton rôle et c'est tout, quoi. La veille du jour où j'ai trouvé Mathurin, je suis allé sur le toit de ma maison à Dambo et justement, j'ai dit à Dieu, toi, tu es un grand metteur en scène.
ton décor est formidable, les dialogues, mais nous, on est des mauvais acteurs. Surtout moi, je suis pas un bon acteur, moi, je suis un minable. Voilà. Et puis, j'ai fait cette prière pendant 40 minutes et j'étais pas content avec moi-même. Hein. J'ai dit à Dieu, mais je suis un acteur détestable. J'ai honte de jouer dans ta pièce. Bon. Et puis après, je suis allé faire le clown dans la rue, juste en face de ma maison à Dambo. J'ai fait le pitre devant des gens qui étaient là. Ils ont cru que je me moquais d'eux. Pas du tout. Et finalement, il y a un jeune homme, il dit, donnez-moi votre Facebook, WhatsApp, tout ça, blablabla. J'ai dit, non, tu viens chez moi demain et puis on va parler. Alors le lendemain, il vient avec justement Mathurin. Alors je demande aux deux jeunes hommes, dites-moi les garçons, qu'est-ce qu'un être humain doit le plus apprendre dans la vie? Et le garçon de la veille, il savait pas quoi dire. Et Mathurin, il me regarde et il me dit, écoutez, la chose la plus importante qu'un homme doit apprendre dans la vie, c'est la sagesse. Je lui dis, comment tu sais ça, toi? Il me dit, je sais pas. Alors, je les regarde tous les deux et je lui dis, mais c'est quoi la sagesse pour un homme? Alors là, ils étaient un peu timides. Et j'ai dit à Mathurin, tu vois, la sagesse pour un homme, c'est de savoir ce qu'est une femme. Elle m'a dit, alors là, ça nous intéresse vraiment, là. Là, il faut que vous nous parliez de... Et on me dit, alors là, si vous avez des conseils pour ce domaine-là, là, vraiment, on va rester toute la journée avec vous, quoi. Et c'est comme ça qu'il était intéressé par ce sujet, quoi. Alors, je dis, vous voulez savoir comment un homme et une femme doivent s'unir, hein? Bon, ben, on va parler de ça, alors. Et donc, c'est comme ça que l'éducation de Mathurin a commencé, quoi. Ouais. Super. Ça, c'était ce moment, je l'oublierai jamais, hein, le 26 mars 2020, quoi. La date est gravée dans ma tête, c'est le jour où j'ai rencontré Mathurin, quoi. C'est un jour à part dans ma vie, quoi. Jusqu'à la fin de mes jours, je m'en souviendrai, en fait, de cette rencontre. C'est fou, quoi. Alors, justement, moi, c'est un peu marrant parce que je peux pas imaginer ma vie autrement que comme un conte de fées. Il y a des gens qui me disent, mais toi, t'es très idéaliste, quoi. Je dis, mais comment voulez-vous que je vive autrement? Vous pensez que ma vie, c'est pas un conte de fées, mais pour moi, c'est un conte de fées. Sauf qu'il y a plein de sorcières, il y a plein de méchants, il y a plein de souffrances. Voilà. Mais à part ça, c'est un conte de fées, quoi. Donc, vous nous invitez justement à rêver comme vous, oui. À nous plonger dans ce conte de fées aussi en quelque sorte. En fait, il y a beaucoup de choses positives autour de soi, mais à force de tellement voir le verre à moitié vide, qu'on ne se rend pas compte que le verre est en fait à moitié plein. C'est ça. Oui, tous les jours, je prie à 0 heure. Hein. Je manque jamais ça. Et justement, les jours où ça ne va pas, où j'ai vraiment le moral à 0, je fais le vide. Et à 0 heure, je passe parfois de la disgrâce à la grâce. Je ne suis plus la même personne. Je dis à Dieu, tu sais, il y a quelques minutes, j'étais le plus grand pécheur de la terre. J'étais vraiment un homme sombre, dont tu n'as pas envie d'écouter la voix. Mais là, je suis dans la joie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Rien que de parler à mon Créateur, je suis heureux, quoi. Puis après, je me dis, mais c'est vrai ce que tu dis à Dieu ou pas? Et puis je me dis, bah oui, c'est vrai, je mens pas. C'est invraisemblable, j'ai tout pour être malheureux, mais dès que je m'adresse à Dieu à minuit, j'oublie mes soucis. Je fais pas semblant, mais c'est comme s'il y avait une autre vie, quoi. Je sais bien que je suis un pauvre type. J'ai vraiment des choses noires dans mon âme, enfin, c'est pas joli, quoi. Mais ça, c'est pas ma vraie vie. La vraie vie, c'est la vie avec Dieu, quoi. Et ça, c'est une certitude que j'ai absolument. C'est qu'on ne donne pas forcément une bonne image aux gens, et ça, je m'en rends compte, hein. Mais ce qui est important, c'est comment Dieu nous voit. Si ça se trouve, une personne qu'on n'estime pas beaucoup, c'est un héros pour Dieu. Mais simplement, pour nous, elle a une sale gueule, ou on la connaît pas, ou enfin, on a des préjugés, quoi. Et puis un jour, on va s'étrangler, on va se dire, mais attends, là, cette personne, elle était incroyable, mais je suis passé à côté d'un trésor, quoi. J'ai pas fait attention, en fait. Oui. Faut faire vraiment gaffe à ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que les gens qui m'apprennent le plus en ce moment,
c'est pas mes amis, ce sont mes ennemis. Souvent, je pose des questions à Dieu. Et la réponse vient pas du tout de mes amis. Elle vient de la bouche de mes ennemis. Et c'est pas, quand je pose des questions à Dieu, les réponses ne sont pas forcément plaisantes. Il y en a qui sont très désagréables, que j'ai pas du tout envie d'entendre. N'empêche que Dieu me dit, mais tu m'as posé une question, je t'ai répondu aujourd'hui. Et je sais que ça te plaît pas. Mais alors, dans ce cas-là, il fallait pas poser la question. Et donc, je me dis, Dieu, en fait, il nous prend tels que nous sommes. Tu m'as posé une question, je vais te répondre du tac au tac. Je vais te répondre par quelqu'un de méchant qui va te dire tes 4 vérités. Voilà. Et parfois, c'est salutaire. Hein. Il y a des gens qui me font plus progresser en me disant, ben, écoute, Laurent Ladouce, moi, je vais te dire ce que je pense de toi. Et ça me fait plus progresser que des compliments ou des louanges. Oui, c'est important hein, d'être prêt à ça, quoi. Mais justement, si je ne priais pas, je pourrais m'offusquer, je pourrais dire à la personne, hey, pourquoi tu m'as jugé comme ça? Mais je me dis, non, attends, la personne, elle a raison, en fait. Elle n'a pas dit ça pour me démolir, c'est parce que elle me dit la vérité, tout simplement, quoi. Oui. Oui. Alors, votre mot de fin. Oui. Une fois, je suis allé à Madagascar et je suis allé dans un tout petit village et il y avait un café là. Je suis rentré dans le café et sur le mur, c'était marqué « Chaque point du monde en est le centre ». Ça m'a étonné. Et je voudrais terminer là-dessus. Nous sommes tous dans une tribu quelque part dans le monde. Voilà. Et même un endroit qui nous semble totalement étranger, si ça se trouve, c'est comme les cellules de notre corps. Au départ, Dangbo, c'est l'opposé de ma vie. C'est pas du tout un endroit agréable pour moi. Et il y a des jours où, au contraire, je sens que c'est peut-être sur la Terre l'endroit qui me correspond le plus. Voilà. Et je crois que chacun doit trouver sur Terre sa tribu. Alors, parmi ses proches, mais aussi parmi des étrangers, quoi. Notre tribu, elle peut être vaste. Voilà. Et donc, dans notre fédération, j'ai appris quelque chose qui m'était complètement égal quand j'étais jeune, qu'on avait une tribu quelque part. Moi, je m'en foutais, mais royalement, quoi. Je me disais, c'est n'importe quoi, ce langage. Il m'a fallu des années et des années avant de comprendre que c'est vrai, quoi. Et ça m'a coûté énormément de travailler à Dangbo, mais je vois que c'est important. Je voudrais terminer là-dessus parce que le monde, parfois, nous fait peur. C'est un monde très, très dangereux. Il y a des guerres partout. C'est un monde qui fait peur. Eh bien, moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas avoir peur. Ce monde cruel, apparemment, c'est aussi notre famille. Et moi, j'invite tout le monde à avoir ce regard, quoi. Ce regard bienveillant. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent, il y a des tragédies. C'est vrai, ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la bonté. Et il y a la dame qui est capable d'embrasser son mari sur la bouche devant tout le monde, que j'ai vu à Dangbo. Précisément dans le village de Hétine, dans une de ces maisons lacustres sur pilotis, justement un jour de grosse inondation, quoi. Oui. Justement, quelques minutes avant, j'avais vu la dame qui barbotait dans l'eau, mais toujours très digne, hein. Elle se promenait très à l'aise comme ça dans l'eau. Il y avait 1 mètre d'eau, elle avançait. Et puis, elle revenait chez elle, et puis, voilà, elle était toute trempée. En plus, l'eau, elle est boueuse, hein, c'est pas... Mais elle a changé de pagne, etc. Elle était très coquette après. Mais quelle leçon! Cette dame capable de, dans un endroit aussi misérable, aussi triste, d'apporter le bonheur comme ça. Pour moi, cette dame, c'est une princesse, en fait. C'est pas une princesse avec des beaux vêtements, c'est vraiment ce que l'Afrique peut nous offrir de plus admirable, quoi. J'ai vu ça. Je veux en témoigner. Je veux dire, vous savez que ça existe, ça. Je l'ai rencontré quelque part, quoi. Loin de chez moi, à 6000 kilomètres. On se sent parfois, on se sent un peu seul, hein, sur Terre. On se demande ce qu'on fait, quelle est notre place. Ben, moi, je suis persuadé que chacun d'entre nous a une place, qu'on peut être précieux. À un moment donné, si on s'y prend bien, on ressentira que nous sommes tous une famille. Bon, et à partir de là,
il ne faut plus cesser de croire en cela. Il faut se dire, c'est la vérité, je me cramponne à cette idée. Je vais jamais changer de point de vue. Je vais apprendre petit à petit à respecter et aimer les gens, alors tous les types de personnes, quoi. C'est toute une vie, en fait, hein. Moi, il y a des jours où je me mets 0 comme note de bienveillance. Mais il y a des jours où je fais bien, en fait. Oui. Et donc, l'essentiel, c'est de jamais perdre ça de vue, quoi. Par exemple, moi, dans le bus, dans une voiture, dans n'importe où, je contacte des gens. Je me fais des amis tout le temps, en fait. Si je suis dans un train, par exemple, je ne peux pas supporter de ne pas parler à mon voisin. Souvent, au bout de quelques minutes, ça y est, on est devenus les meilleurs amis du monde, quoi. Je ne peux pas imaginer la vie autrement. Je me dis, mais une vie où on ne parle pas aux gens qui sont à côté de nous, c'est une vie... C'est pas une vie, en fait. Dans ce cas-là, il vaut mieux être un robot, quoi. Je dis, donc j'essaye de parler comme ça avec tout le monde, quoi. Ben, ça marche pas non plus tout le temps, hein. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de parler, il faut respecter aussi, quoi. Ok, merci beaucoup, tonton Laurent. Oui, merci, Eliane. Tu as été très édifié. Oui, merci pour le partage. Chaque point du monde en est le centre. Nous sommes tous dans une tribu quelque part dans le monde. Et même un endroit qui nous semble totalement étranger, c'est comme les cellules de notre corps. Au départ, Dangbo, c'est l'opposé de ma vie. C'est pas du tout un endroit agréable pour moi. Et il y a des jours où, au contraire, je sens que c'est peut-être, sur la Terre, l'endroit qui me correspond le plus. Et je crois que chacun doit trouver sur Terre sa tribu, parmi ses proches, mais aussi parmi des étrangers. Le monde, parfois, nous fait peur. C'est un monde très, très dangereux. Il y a des guerres partout. C'est un monde qui fait peur. Eh bien, moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas avoir peur. Ce monde cruel, apparemment, c'est aussi notre famille.